Mon fils a oublié de raccrocher. Nous venions de terminer une conversation normale, le genre que nous avions presque tous les jours. Il me demandait comment j'allais, si j'avais pris mes médicaments, si j'avais besoin de quelque chose. Je lui disais que tout allait bien, qu'il ne devait pas s'inquiéter. Il me disait au revoir avec un « je t'aime maman » et qui me remplissait la poitrine de chaleur. J'ai posé le téléphone sur la table de la cuisine et je me suis retourné pour me verser une tasse de thé, mais le téléphone n'a pas raccroché. L'écran était toujours allumé. Et puis j'ai entendu sa voix à nouveau. Seulement cette fois, il ne me parlait pas à moi. Il parlait à Jessica, ma belle-fille. Attends juste que la banque approuve le prêt de 180 000 $ au nom de ma mère. Ensuite, nous allons prendre l'argent et nous enfuir. Nous allons tout garder. Je suis resté paralysé, la bouilloire à la main. Le monde s'est arrêté. Mon cœur a cessé de battre pendant une seconde qui a semblé une éternité. 180 000 $ à mon nom. S'enfuir. Tout garder. Mais il ne savait pas que j'écoutais chaque mot. La voix de Jessica a répondu par un rire que je n'avais jamais entendu auparavant. Un rire froid, calculateur, cruel. Elle a demandé combien de temps avant que la banque donne l'approbation finale. Liam lui a dit 2 semaines, peut-être 3, que tout allait parfaitement bien, que j'avais signé les papiers préliminaires sans poser une seule question, que c'était si facile de me manipuler, c'était risible. Mes mains ont tremblé. J'ai failli laisser tomber la bouilloire. J'ai dû m'appuyer contre le comptoir pour ne pas m'effondrer là. Chaque mot sortant de ce téléphone était une condamnation à mort pour tout ce que j'avais cru de ma vie, de ma famille, de mon fils. Jessica a demandé ce qu'il ferait de moi après. Et la réponse de Liam a brisé mon âme en morceaux. Si petit que je pensais ne jamais pouvoir les recoller. Ça n'a pas d'importance. Une fois que nous aurons l'argent, nous partons. Elle reste ici avec la dette, avec la maison hypothéquée, seule. D'ici là, nous serons dans un autre état, peut-être un autre pays. Ma belle-fille a ri à nouveau. Elle a dit qu'il était temps qu'elle en ait assez de faire semblant de m'aimer, qu'elle en avait marre de venir me rendre visite, d'écouter mes histoires, de faire semblant de se soucier de ma vie de vieille femme ennuyeuse et solitaire. Elle a dit que j'avais rempli mon rôle, et que maintenant il pouvait enfin se débarrasser de moi. Liam a acquiescé. Il a dit qu'il était également épuisé de jouer le rôle du fils dévoué, que cela le rendait malade de devoir me prendre dans ses bras, qu'il était repoussé par le fait de m'embrasser la joue, que chaque fois qu'il me disait « je t'aime », il avait envie de vomir. J'ai eu l'impression de me noyer, comme si l'air était devenu solide et ne pouvait plus entrer dans mes poumons. Je me suis laissé tomber dans la chaise la plus proche. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues de manière incontrôlable, silencieuse, brûlante, chargée d'une douleur que je n'avais jamais connue. Je m'appelle Margaret Sullivan. J'ai 64 ans. Je suis veuve depuis 11 ans, depuis que j'ai perdu mon mari dans un accident de construction qui m'a laissé seule dans cette maison trop grande pour une personne. Depuis, Liam a été ma seule raison de vivre. Mon seul fils, l'homme en qui j'ai déposé tous mes espoirs, tous mes rêves, chaque goutte d'amour qui me restait dans le corps. Et maintenant je découvrais que tout cela n'avait été qu'un mensonge. J'ai continué à écouter parce que je ne pouvais pas bouger. Parce que même si chaque mot me tuait un peu plus, j'avais besoin de savoir à quel point la trahison était profonde. Liam a raconté les détails à Jessica. Qu'il avait falsifié ma signature sur des documents supplémentaires que la banque avait demandés. Qu'il avait utilisé mes données personnelles, mon excellent score de crédit, ma maison comme garantie, tout cela sans que je ne sache rien. Tout cela derrière mon dos. Il a dit que le prêt hypothécaire était déjà au stade de l'approbation finale, qu'il avait menti à la banque, leur disant que l'argent était pour des rénovations urgentes de la maison et pour mes frais médicaux. Que les idiots avaient tout cru parce qu'une dame de 64 ans avec un bon historique de crédit ne suscite jamais de soupçons. Jessica a demandé si je me doutais de quelque chose. Liam a ri. Il a dit, non, que j'étais trop naïve, trop avide d'affection, que la seule chose que je voulais était de me sentir aimée, de me sentir importante pour quelqu'un, et que cela faisait de moi la victime parfaite. Il avait raison. C'était exactement ce que je voulais, me sentir aimé, sentir que je comptais encore pour quelqu'un dans ce monde. Mais je n'aurais jamais imaginé que mon propre fils utiliserait ce besoin comme une arme pour me détruire. Ils ont parlé des détails pratiques de la façon dont ils transféreraient l'argent sur des comptes offshore dès qu'ils le recevraient, de la façon dont ils avaient déjà des contacts qui les aideraient à déplacer l'argent sans laisser de traces.
Jessica a mentionné qu'elle avait commencé à emballer ses objets de valeur petit à petit afin de ne pas éveiller les soupçons au moment de disparaître. Liam a dit que dans 1 mois, 2 au maximum, ils vivraient leur nouvelle vie, loin de moi, loin de cette ville, loin du fardeau que je représentais pour eux, et je resterai ici, face aux banques, aux avocats, aux agents de recouvrement, ruinée, détruite, seule. Jessica a demandé si j'aurais un moyen de payer la dette. Liam a répondu non. Que mon seul revenu était mon chèque de sécurité sociale et les économies qui me restaient, qui ne suffiraient même pas à couvrir les intérêts. Que je perdrais probablement la maison. Que je me retrouverais à la rue ou à mendier de l'aide auprès d'un parent éloigné qui me connaissait à peine, et il s'en fichait. Mon fils ne se souciait pas que sa mère finisse dans la misère. Au contraire, il semblait presque satisfait en le disant. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là avec le téléphone diffusant ma propre condamnation à mort. Finalement, Liam a dû remarquer quelque chose sur l'écran de son portable car il est soudain devenu silencieux. J'ai entendu un juron, réalisant que l'appel était toujours actif, puis le son de la déconnexion. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je suis resté à fixer ce téléphone comme s'il s'agissait d'un objet maudit, comme s'il venait de transmettre un message de l'enfer. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû les entrelacer sur mes genoux pour les faire cesser. Les larmes ne s'arrêtaient pas de couler. J'ai pleuré pour la mère que j'avais été. Pour les années que j'avais données. Pour les nuits blanches quand Liam était petit et avait de la fièvre. Pour les 2 emplois que j'avais occupés pendant des années pour qu'il puisse aller dans une bonne école préparatoire et à l'université. Pour les bijoux de mon mari que j'ai vendus pour payer ses livres, ses vêtements, ses caprices. J'ai pleuré pour l'argent que je leur ai donné quand ils se sont mariés. Pour l'acompte de leur premier condo qui venait de mes économies, pour les 8 mois pendant la pandémie où je les ai soutenus pendant qu'ils ne travaillaient pas. 8 mois où ils vivaient de ma pension et du peu qu'il me restait pendant que je mangeais le strict minimum pour qu'ils ne manquent de rien. J'ai pleuré pour chaque câlin que j'avais cru réel. Pour chaque je t'aime que je savais maintenant être du pur théâtre. Pour chaque visite que je pensais être due au fait qu'ils me manquaient alors qu'en réalité ils attendaient juste le moment parfait pour porter le coup fatal. J'ai eu l'impression d'être la femme la plus stupide de la planète. Comment n'ai-je pas vu venir? Comment n'ai-je pas remarqué que quelque chose n'allait pas? Comment pouvais-je être si aveugle, si naïve, si pathétiquement avide d'amour que je n'ai pas vu le piège avant d'y être complètement piégé? J'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes, jusqu'à ce que mon corps soit épuisé et que ma gorge me brûle. Et puis, au milieu de ce terrible vide, quelque chose d'autre a commencé à grandir en moi. C'était de la rage, pure, froide, cristalline. Ce n'était pas le genre de rage qui vous fait crier ou casser des objets. C'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux. C'était la rage d'une femme qui avait tout donné et qui découvrait maintenant que sa générosité avait été interprétée comme une faiblesse, que son amour avait été considéré comme de la stupidité, que sa confiance avait été utilisée comme un outil pour sa propre destruction. J'ai essuyé mes larmes. J'ai pris une profonde inspiration. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'allais pas les confronter. Pas encore. Je n'allais pas leur faire savoir que j'avais découvert leur plan parce que si je le faisais, ils trouveraient un autre moyen de me faire du mal. Ils changeraient de stratégie. Ils deviendraient plus prudents et ils finiraient probablement par atteindre leur objectif de toute façon. Non, je devais être plus intelligente qu'eux. Je devais réfléchir. Je devais planifier. Je devais devenir quelque chose que je n'avais jamais été auparavant. Je devais devenir leur pire cauchemar. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté au lit à fixer le plafond, revivant chaque instant des dernières années. Chaque souvenir que j'avais chéri comme quelque chose de précieux était maintenant teinté d'une lumière différente. Une lumière sombre qui me montrait la vérité que je m'étais refusé de voir. Liam est né quand j'avais 26 ans. Ce fut une grossesse difficile. J'ai dû rester alité les 4 derniers mois car le médecin craignait que je ne le perde. Mon mari travaillait 12 heures par jour pour que je puisse rester à la maison et prendre soin de moi. Quand Liam est enfin né, j'ai pensé que c'était le plus beau cadeau que la vie pouvait me faire. Je l'ai élevé avec tout l'amour du monde. Quand il a eu 5 ans, son père est mort dans un accident de travail. Une poutre d'acier est tombée de travers sur un chantier et l'a écrasé. Il est mort sur le coup. Cela m'a laissé seul avec un petit enfant, une maison hypothéquée et à peine assez d'argent pour survivre 2 mois. J'aurais pu abandonner.
Beaucoup de gens m'ont dit de confier Liam à ma sœur Patty, qui avait une meilleure situation financière, de le faire pour son propre bien. Mais je ne pouvais pas. C'était mon fils, ma raison de continuer à respirer après avoir perdu mon mari. Alors, j'ai pris 2 emplois. Le jour, je travaillais comme secrétaire dans un cabinet comptable. La nuit, je nettoyais des bureaux en centre-ville. Je dormais 4 heures, parfois 3. Liam restait chez une voisine qui me demandait presque rien parce qu'elle avait pitié de ma situation. Je rentrais à 2 heures du matin, vérifiais qu'il allait bien, dormais un peu, et à 6 heures, j'étais déjà debout pour lui préparer le petit déjeuner. C'est comme ça que j'ai vécu pendant des années. Mon corps a commencé à se détériorer. J'ai développé des problèmes de dos à force de porter tant de poids en nettoyant. Mes genoux ont commencé à me lâcher. Mais cela n'avait pas d'importance car Liam grandissait en bonne santé, heureux avec de bonnes notes à l'école et cela en valait la peine. Quand il a eu 15 ans, il a voulu aller dans une école préparatoire privée. Ses amis y allaient et il ne voulait pas être laissé pour compte. Les frais de scolarité étaient presque le double de ce que je gagnais en un mois. J'ai dû vendre les quelques bijoux que mon mari m'avait donnés. Un collier en or qu'il m'avait offert pour notre anniversaire. Des boucles d'oreilles en perles qui appartenaient à ma mère. Une bague avec une petite émeraude qui était ma possession la plus précieuse. Je les ai tous vendus et avec cet argent, j'ai payé sa première année dans cette école. Liam était si heureux. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit que j'étais la meilleure mère du monde, que quand il serait grand, il me rembourserait pour tout, qu'il m'achèterait une plus grande maison, qu'il m'emmènerait en voyage, que je n'aurais plus jamais à travailler si dur. Je l'ai cru. Je me suis accroché à ses promesses comme si elles étaient la seule chose qui me maintenait en vie. Il a continué à étudier. Il est entré à l'université, une université chère et prestigieuse. J'ai dû contracter un prêt pour payer son premier semestre, puis un autre pour le second. J'ai travaillé en double poste pendant 4 ans pour le maintenir à l'école. J'ai vendu la voiture de mon mari que j'avais gardée en souvenir. J'ai vendu des meubles. J'ai vendu tout ce qui avait de la valeur. Liam a obtenu son diplôme avec mention. Ce jour-là, j'ai pleuré de bonheur. J'ai pensé qu'enfin tous les sacrifices avaient valu la peine. Que mon fils aurait un avenir meilleur que le mien. Qu'il ne traverserait jamais les difficultés que j'avais traversées. Il a obtenu un bon emploi. Il gagnait bien sa vie. Mais il n'a jamais proposé d'aide financière. Au début, j'ai pensé que c'était normal qu'il ait besoin de s'établir, d'économiser, de construire sa propre vie. J'ai continué à travailler, à rembourser les dettes que j'avais contractées pour son éducation. Mais je ne me suis pas plainte. C'était mon fils. Je l'avais fait par amour. Puis il a rencontré Jessica. Il me l'a présentée lors d'un déjeuner de famille. Elle était jolie, polie, gentille. Je l'ai aimée dès le premier instant. Elle m'a dit qu'elle admirait beaucoup les femmes fortes comme moi, que sa propre mère était décédée quand elle était adolescente, et qu'elle avait toujours souhaité avoir une figure maternelle dans sa vie. J'ai ouvert mon cœur. Je l'ai accueillie comme la fille que je n'ai jamais eue. Quand ils se sont fiancés, Liam m'a demandé de l'aide pour l'acompte du condo. Il a dit qu'à eux deux, ils ne pouvaient pas réunir suffisamment. J'ai retiré $15 000 de mes économies. Presque tout ce qui me restait après des années de travail, je le leur ai donné sans y penser à 2 fois. C'était pour le bonheur de mon fils, pour son avenir, pour qu'il puisse fonder sa propre famille dans un logement décent. Ils se sont mariés. J'ai payé une partie du mariage. Ce n'était pas un grand mariage, mais pas petit non plus. J'ai dépensé $8 000 de plus que je n'avais pas. J'ai dû emprunter à ma sœur Patty. Il m'a fallu 2 ans pour rembourser cet argent. Les premières années de leur mariage, je leur rendais souvent visite. Jessica me recevait toujours avec un sourire. Elle m'offrait du café. Elle me demandait comment j'allais. Je pensais qu'elle se souciait vraiment de moi, que j'avais trouvé en elle quelqu'un qui m'aimait, que je n'étais pas seul au monde. Puis vint la pandémie. Liam et Jessica perdirent leur emploi. Ils étaient désespérés. Ils ne pouvaient plus payer le loyer de leur appartement. Ils n'avaient plus d'argent pour se nourrir. Ils vinrent me demander de l'aide. Je survivais à peine avec mon chèque de sécurité sociale. J'avais dû arrêter de travailler 2 ans plus tôt car mes problèmes de santé s'étaient aggravés. L'arthrite dans mes mains m'empêchait de nettoyer.
Mon dos ne supportait plus de rester debout de nombreuses heures. Mais j'avais quelques économies. Pas beaucoup, mais quelque chose. Je leur dis de venir vivre avec moi. Ainsi, ils n'auraient pas à payer de loyer. Que nous pourrions partager les dépenses. Ils déménagèrent chez moi avec toutes leurs affaires. Ils prirent la chambre principale, celle qui avait été la mienne et celle de mon mari. Je déménageai dans la petite chambre à l'arrière. Pendant 8 mois, je les ai soutenus. J'ai acheté de la nourriture pour nous 3 avec ma pension. J'ai payé les factures. J'ai tout payé. Ils ne travaillaient pas. Ils disaient qu'ils ne trouvaient rien. J'ai dû me serrer la ceinture. Je mangeais moins pour qu'ils ne manquent de rien. J'ai arrêté d'acheter mes médicaments pour la tension car l'argent ne suffisait pas. Une fois, je me suis évanoui dans la cuisine à cause de l'hypertension. Liam m'a trouvé par terre. Il m'a emmené à l'hôpital. Le médecin m'a réprimandé de ne pas prendre mes médicaments. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent. Liam était là. Il écoutait. Il n'a rien dit. Il n'a offert aucune aide. Il m'a simplement ramené à la maison et a continué sa vie comme si rien ne s'était passé. Finalement, ils ont trouvé du travail. Mais ils n'ont pas quitté ma maison. Ils ont dit qu'ils devaient d'abord économiser. Que dans quelques mois ils partiraient. Je les ai crus. 6 mois de plus se sont écoulés, puis 1 an. Ils étaient toujours dans ma maison. Je payais toujours la plupart des dépenses parce qu'ils disaient qu'ils devaient économiser leur argent pour l'avenir. Quand ils sont finalement partis, j'ai poussé un soupir de soulagement dans un sens. Non pas parce que je ne voulais pas qu'ils soient proches, mais parce que mes finances étaient détruites. J'avais dépensé toutes mes économies. J'avais emprunté à des amis. J'étais endetté jusqu'au cou. Mais je ne leur ai rien dit. Je ne voulais pas qu'ils se sentent mal. Je ne voulais pas qu'ils pensent qu'ils avaient été un fardeau pour moi parce que malgré tout, ils étaient ma famille, mon seul fils, et la femme qu'il avait choisie, et je les aimais. Après leur départ, Liam continuait à me rendre visite 1 ou 2 fois par semaine. Parfois, il amenait Jessica. D'autres fois, il venait seul. Il me demandait toujours comment j'allais. Il me serrait toujours dans ses bras. Il me disait toujours qu'il m'aimait. Et je m'accrochais à ces visites comme si elles étaient la seule chose qui me maintenait en vie. Parce qu'au fond de mon être, j'avais peur d'être seul. J'avais peur d'être oublié. J'avais peur qu'un jour je ne compte plus pour personne et que je me transforme en une vieille femme invisible qui meurt seule chez elle sans que personne ne s'en aperçoive. Allongé dans mon lit, fixant le plafond dans le noir, je compris que la peur m'avait transformé en proie facile. J'avais tellement désespérément besoin d'amour, tellement pathétiquement désireuse de me sentir importante que je n'ai pas vu ce qui était devant moi. Je n'ai pas vu que Liam ne venait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Je n'ai pas vu que Jessica ne souriait que lorsque cela lui convenait. Je n'ai pas vu que chaque câlin était calculé, que chaque mot d'affection était un investissement pour un bénéfice futur. J'avais été aveugle, stupide, naïve, mais je ne le serai plus. Je me suis levé, même s'il était 4 heures du matin. Je suis allé à la cuisine et j'ai allumé la lumière. J'ai sorti un vieux carnet que j'utilisais pour noter des recettes. J'ai arraché les pages utilisées et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit chaque détail dont je me souvenais de la conversation que j'avais entendue. Chaque mot, chaque nom, chaque chiffre, le prêt de $180 000 à mon nom, les documents falsifiés, le plan de fuite. Puis j'ai écrit tout ce que j'avais fait pour eux. Tout l'argent que je leur avais donné, toutes les fois où je les avais aidés. J'avais besoin de le voir clairement. J'avais besoin de comprendre l'ampleur de ce à quoi j'étais confronté. Quand j'ai fini, il était presque 6 heures du matin. J'avais rempli 10 pages de sacrifice, d'amour non partagé, de confiance trahie. J'ai caché le carnet dans le tiroir le plus profond de ma commode. Personne ne regarderait là. Puis je me suis fait un café et je me suis assise pour réfléchir. Je devais agir avec intelligence. Je ne pouvais pas me laisser emporter par l'émotion. Je ne pouvais pas les affronter encore. J'avais besoin d'un plan. J'avais besoin de preuves. Je devais être absolument sûr de chaque étape que j'allais entreprendre car cette fois il ne s'agissait pas seulement de moi. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de les empêcher de me détruire. Il s'agissait de m'assurer qu'ils paieraient pour ce qu'ils étaient sur le point de me faire.
Et je ferai tout ce qui est nécessaire pour y parvenir. Les jours suivants furent les plus difficiles de ma vie. J'ai dû devenir une actrice. J'ai dû faire semblant que tout allait bien, que je ne savais rien, que j'étais toujours la mère naïve et confiante qu'il croyait que j'étais. Chaque fois que le téléphone sonnait et que c'était Liam, je devais contrôler ma voix. Je devais avoir l'air normal, aimante, incapable de soupçonner quoi que ce soit. La première fois qu'il est venu me rendre visite après cette conversation, j'ai cru que je n'y arriverais pas. J'ai entendu sa voiture se garer devant ma maison et mon cœur s'est emballé si vite que j'ai cru faire une crise cardiaque là. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai essuyé mes mains moites sur mon tablier et j'ai ouvert la porte avec un sourire. « Salut maman » dit-il, m'embrassant la joue comme il le faisait toujours. Ce baiser m'a brûlé la peau. Je voulais le repousser, lui crier dessus, lui dire que je savais tout, mais je ne l'ai pas fait. J'ai ravalé la rage et je l'ai embrassé en retour. Mon fils, quelle surprise. Entre, entre. Je faisais juste du café. Nous sommes allés dans la cuisine. Il s'est assis à la table comme il l'avait fait des milliers de fois auparavant. Je lui ai versé du café dans sa tasse préférée, celle avec un dessin de bateau que je lui avais donné quand il avait 10 ans et rêvait d'être marin. Je me suis assise en face de lui et je l'ai observé pendant qu'il buvait. Je l'ai vu avec de nouveaux yeux. Ce n'était plus mon petit garçon. Ce n'était plus le fils que j'avais créé dans mon esprit. C'était un étranger, un homme capable de trahir sa propre mère sans le moindre remords. Et je devais faire semblant de ne pas savoir. Nous avons parlé de choses triviales, du temps qu'il faisait, de son travail, des voisins. Il a agi parfaitement. Il a souri. Il a posé des questions sur ma santé. Il avait l'air détendu, confiant. J'ai fait de même. J'ai souri. J'ai répondu. J'ai agi comme la mère aimante qu'il s'attendait à ce que je sois. Mais à l'intérieur, mon esprit travaillait à toute vitesse. J'observais chaque geste, chaque mot, chaque regard. Je cherchais des indices. Je cherchais à comprendre comment quelqu'un pouvait être si convaincant tout en planifiant de détruire celle qui lui avait donné la vie. Avant de partir, il m'a serré dans ses bras. « Je t'aime, maman. Prends soin de toi. » J'ai rendu le câlin. « Je t'aime aussi, mon fils. » Un mensonge. À ce moment-là, je n'ai pas ressenti d'amour. J'ai ressenti du dégoût. J'ai ressenti de la douleur. J'ai ressenti une rage si profonde qu'elle m'a fait peur. Mais je ne pouvais pas le laisser la voir. Pas encore. Quand il est parti, j'ai fermé la porte et je me suis appuyé dessus. Je tremblais. Cela avait été plus difficile que je ne l'imaginais. Mais je l'avais fait. J'avais bien joué. Il ne se doutait de rien. Cette nuit-là, j'ai appelé ma sœur Patty. Elle vivait dans un autre état, à 3 heures de route. Nous ne nous voyions pas très souvent, mais nous avions toujours été proches. C'était la seule personne au monde à qui je pouvais faire entièrement confiance. Patty, je dois te parler. C'est urgent. Elle a remarqué le tremblement dans ma voix. Qu'est-ce qui s'est passé, Maggie? Tu vas bien? Je ne peux pas parler au téléphone. Peux-tu venir ce week-end? Il y a eu une pause. Puis sa voix inquiète. Je viens demain. Je serai là dans l'après-midi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi à nouveau. Je suis resté éveillé à réfléchir à la façon de dire à Patty ce qui se passait, comment lui expliquer que son neveu, le garçon qu'elle avait aussi aidé à élever, était capable de quelque chose d'aussi horrible. Patty est arrivée le lendemain à 15 heures. Dès que j'ai ouvert la porte, elle a vu mon visage et a su que quelque chose n'allait pas du tout. Elle est entrée rapidement, a fermé la porte derrière elle et m'a serré dans ses bras. Dis-moi ce qui s'est passé. Nous nous sommes assises dans le salon. Je lui ai tout raconté depuis le début. Je lui ai parlé de l'appel que Liam avait oublié de raccrocher. J'ai répété chaque mot que j'avais entendu. Je lui ai parlé du prêt de $180 000, du plan de fuite, des choses horribles qu'ils avaient dites sur moi. Patty a écouté en silence. Son visage est passé de l'inquiétude à l'incrédulité et de l'incrédulité à la fureur. Quand j'ai fini de parler, elle avait des larmes aux yeux. Ce salaud. Ce garçon misérable. Après tout ce que tu as fait pour lui. Je ne sais pas quoi faire, Patty.
Si je le confronte, ils vont tout nier. Ils vont dire que j'ai mal compris et probablement trouver un autre moyen de me faire du mal. Patty s'est assise en réfléchissant. C'était une femme pratique, intelligente. Elle avait toujours été meilleure que moi pour gérer les situations difficiles. C'est pourquoi j'avais besoin de son aide. Tu as raison. Tu ne peux pas les affronter encore. Tu as besoin de preuves. Tu as besoin de preuves solides de ce qu'il prévoit et tu dois te protéger légalement. Comment? D'abord, nous devons savoir exactement quel document il a falsifié. Deuxièmement, nous avons besoin d'un avocat, quelqu'un qui peut te conseiller sur la façon de protéger tes biens. Et troisièmement, tu dois jouer le jeu. Fais-leur croire que leur plan fonctionne pendant que tu te prépares à riposter. Je l'ai regardé. Ma sœur cadette, 3 ans plus jeune que moi, mais toujours plus forte, plus décisive. Je ne sais pas si je peux continuer à faire semblant. Chaque fois que je le vois, j'ai envie de lui crier tout ce que je sais. Je sais, mais tu dois le faire pour ton propre bien. Si tu veux t'en sortir sans tout perdre, tu dois être plus intelligente qu'eux. Nous avons passé le reste de l'après-midi à élaborer un plan. Patty a suggéré de chercher un avocat d'abord. Elle connaissait quelqu'un de confiance en ville, un homme nommé Robert Miller, spécialisé dans la fraude et les affaires familiales. Je le contacterai demain. En attendant, tu dois savoir quel papier tu as signé dernièrement. Liam t'a-t-il apporté quelque chose à signer ces dernières semaines? J'y ai réfléchi. Oui. Il y a environ 3 semaines, il m'a apporté des documents. Il a dit que c'était pour mettre à jour les informations de mon assurance maladie, que ce n'était que des formalités. J'ai signé sans trop lire. Je lui faisais confiance. Patty a fermé les yeux. Merde, Maggie. Ce n'étaient pas des papiers d'assurance maladie. C'était probablement des documents bancaires. La panique m'a envahi. Qu'est-ce que je fais? C'est trop tard. Non, pas encore. Si la banque n'a pas encore approuvé le prêt, il est encore temps. Mais nous devons agir vite. Patty est restée avec moi ce week-end-là. Nous avons peu dormi. Nous avons passé des heures à revoir chaque détail. Chaque conversation que j'avais eue avec Liam ces derniers mois. Chaque visite, chaque appel. Nous cherchions des schémas. Nous cherchions des signes que j'avais ignorés. Et nous les avons trouvés. Beaucoup. Liam avait commencé à me poser des questions sur ma maison il y a environ 6 mois. Quelle était sa valeur? Si elle était entièrement payée, si j'avais déjà pensé à la vendre. Je pensais que c'était une simple curiosité. Maintenant, je comprenais qu'il évaluait mes biens. Il m'avait aussi posé des questions sur mes comptes bancaires. Combien d'argent avais-je économisé? Où le gardais-je? Si j'avais des investissements. Je lui avais tout dit parce que c'était mon fils. Parce que je pensais qu'il se souciait de mon bien-être financier. Comme j'avais été stupide. Patty et moi avons fait une liste de tout. Nous avons documenté chaque question suspecte, chaque visite étrange, chaque moment. Liam avait montré trop d'intérêt pour mes finances. Le dimanche après-midi, avant de partir, Patty m'a serré fort dans ses bras. Tu vas t'en sortir. Je te le promets. Mais tu dois être forte. Tu dois continuer à faire comme si rien n'allait de travers. Tu peux le faire. J'ai hoché la tête, bien que je n'en étais pas sûr. Je vais essayer. Non, tu n'essaies pas. Tu vas le faire parce que si tu ne le fais pas, ils vont te battre. Ils vont te détruire. Et je ne laisserai pas ça arriver. Quand Patty est partie, je me suis sentie un peu plus forte, un peu moins seule. J'avais une alliée. J'avais un plan. Même s'il était encore incomplet, et j'avais une raison de continuer. Le lundi matin, Patty m'a appelé. Elle avait parlé à Robert Miller, l'avocat. Il avait accepté de me voir cette même semaine. Nous avons fixé un rendez-vous pour mercredi à 10 h du matin à son bureau. Ces 2 jours ont été éternels. Liam m'a appelé le mardi. Il voulait savoir comment j'allais, si j'avais besoin de quelque chose. J'ai agi normalement. Je lui ai dit que tout allait bien, qu'il me manquait, que j'espérais le voir bientôt. Bientôt, maman, j'ai promis que bientôt je passerai plus de temps avec toi. Menteur. Ce qu'il voulait dire, c'est, bientôt,
je vais finir de te voler et disparaître de ta vie. Le mercredi, je suis arrivé tôt au bureau de Robert Miller. C'était un immeuble modeste au centre-ville. Son bureau était au 3e étage. Une secrétaire m'a accueilli et m'a offert du café. J'étais trop nerveuse pour boire quoi que ce soit. Robert est sorti pour me saluer personnellement. C'était un homme d'environ 50 ans, sérieux, mais avec des yeux bienveillants. Il m'a fait entrer dans son bureau et a fermé la porte. Madame Sullivan. Patty m'a brièvement parlé de votre situation, mais j'ai besoin que vous me racontiez tout depuis le début. Ne laissez aucun détail de côté, aussi insignifiant qu'il puisse paraître. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai tout raconté. L'appel que Liam avait oublié de raccrocher, les mots exacts que j'avais entendus, les documents que j'avais signés sans lire, tout l'argent que je lui avais donné au fil des ans, tout. Robert prenait des notes. Son expression devenait plus sérieuse à chaque minute qui passait. Quand j'ai eu fini, il se pencha en arrière sur sa chaise et soupira. Madame Sullivan, ce que votre fils fait s'appelle une fraude. C'est un crime grave. S'il parvient à obtenir ce prêt avec des documents falsifiés, il pourrait faire face à des accusations criminelles. Mais avant d'en arriver là, nous devons vous protéger. Comment? D'abord, nous allons contacter votre banque. Nous allons savoir s'il existe réellement une demande de prêt à votre nom. Si c'est le cas, nous allons la bloquer immédiatement. Deuxièmement, nous allons examiner tous les documents que vous avez signés. J'ai besoin que vous m'apportiez tout ce que vous avez. Et troisièmement, nous allons préparer des documents juridiques qui protègent vos biens. Une déclaration sous serment selon laquelle vous n'avez autorisé aucun prêt. Une procuration limitée afin que personne d'autre ne puisse effectuer des transactions en votre nom. J'ai ressenti un énorme soulagement. Enfin, quelqu'un qui savait quoi faire. Quelqu'un qui pouvait m'aider à sortir de cet enfer. Et Liam? Il va aller en prison. Robert me regarda sérieusement. Cela dépend de vous, Madame Sullivan. Si nous décidons de poursuivre les accusations criminelles, oui, il pourrait faire de la prison, mais je comprends qu'il est votre fils, et c'est incroyablement difficile pour vous. Nous pouvons gérer cela de différentes manières. L'important maintenant est de vous protéger. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas si je voulais que Liam aille en prison. Il était toujours mon fils malgré tout, mais je savais que je n'allais pas le laisser me détruire. Faites ce que vous avez à faire pour me protéger. Nous déciderons de ce que nous ferons de lui plus tard. Robert hocha la tête. Bien. Nous allons commencer aujourd'hui. Je vais vous donner une lettre pour votre banque. Vous allez y aller et demander directement s'il y a une demande de prêt à votre nom. Si c'est le cas, vous leur donnerez cette lettre et exigerez qu'ils la gèlent immédiatement jusqu'à ce que cela soit enquêté. Il me donna la lettre. Mes mains tremblaient en la prenant. C'était réel. Je ripostais vraiment. Je me battais vraiment pour moi-même. J'ai quitté le bureau de Robert avec un plan clair, avec des étapes concrètes à suivre. Et pour la première fois depuis que j'avais entendu cette terrible conversation, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Je n'allais pas être une victime. Je n'allais pas les laisser me détruire. J'allais me battre. Et je ne me reposerai pas avant qu'il n'ait payé pour ce qu'il me faisait. J'ai quitté le bureau de Robert avec la lettre dans mon sac à main et mon cœur battant si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Je devais aller à la banque. Je devais faire face à la vérité de ce que Liam avait fait. Une partie de moi espérait encore qu'il y avait une erreur. Que peut-être j'avais mal compris la conversation, que mon fils n'était pas capable de quelque chose d'aussi terrible. Mais je savais que je me faisais des illusions. La banque était à 10 minutes à pied. J'y suis allé lentement, essayant de calmer mes nerfs. J'ai mentalement pratiqué ce que j'allais dire. Je devais avoir l'air ferme, sûr. Je ne pouvais pas les laisser me voir comme une vieille femme confuse qui ne comprenait pas ses propres finances. Je suis entré à la banque à 11h30 du matin. Il y avait peu de monde. Je suis allé directement au comptoir du service client. Une jeune femme d'environ 30 ans m'a accueilli avec un sourire professionnel. Bonjour. Comment puis-je vous aider? Bonjour. Je m'appelle Margaret Sullivan. J'ai besoin d'informations sur mon compte et sur toute activité récente associée à mon nom. La femme a tapé quelque chose sur son ordinateur. Bien sûr, Madame Sullivan,
puis-je voir votre pièce d'identité? Je lui ai tendu ma pièce d'identité. Elle l'a scannée et a attendu que mes informations se chargent. J'ai retenu mon souffle. Son expression a légèrement changé. Elle a froncé les sourcils, regardant l'écran. Madame Sullivan, je vois que vous avez une demande de prêt hypothécaire en cours. Est-ce cela dont vous voulez des informations? Mon âme est tombée par terre. C'était vrai. Tout était vrai. Liam l'avait vraiment fait. Je n'ai demandé aucun prêt, dis-je, essayant de garder ma voix stable. J'ai besoin de voir toutes les informations relatives à cette demande. La femme a semblé confuse, mais il est écrit ici que vous êtes venu il y a 3 semaines avec votre fils, que vous avez signé les documents initiaux. Nous avons même votre signature numérisée. Ils m'ont trompé. Mon fils m'a dit que ces papiers étaient pour mettre à jour mon assurance maladie. Il ne m'a jamais dit que c'était un prêt. Ici, j'ai une lettre de mon avocat. Je lui ai tendu la lettre que Robert m'avait donnée. Elle l'a lue rapidement et son expression est devenue sérieuse. Madame Sullivan, c'est très grave. Je dois appeler le directeur. Veuillez patienter un instant. Elle s'est levée et a disparu dans un bureau à l'arrière. Je suis resté assise, essayant de contrôler le tremblement de mes mains. D'autres clients sont entrés et sortis. La vie continuait normalement pour tout le monde sauf moi. 10 minutes plus tard, un homme d'environ 45 ans en costume gris est sorti. Il s'est présenté comme le directeur, Stephen Grant. Madame Sullivan, veuillez m'accompagner à mon bureau. Je l'ai suivi jusqu'à un bureau privé. Il a fermé la porte et m'a invité à m'asseoir. Son visage était sérieux, mais pas hostile. Madame Sullivan, nous avons examiné votre compte et la demande de prêt. En effet, il y a une demande de 180 000 $ utilisant votre maison comme garantie. Les documents ont été présentés il y a 3 semaines par vous et votre fils Liam Sullivan. Vous me dites que vous n'avez pas autorisé ce prêt. Exactement. Mon fils m'a fait signer des papiers en me disant qu'ils étaient pour autre chose. Je lui faisais confiance. Je n'ai pas lu ce que je signais. Mais maintenant je sais qu'il prévoit de garder cet argent et de disparaître, me laissant avec la dette. Stephen se frotta le visage avec lassitude. Cela complique beaucoup les choses. Le prêt est au stade de l'approbation finale. En fait, il était prévu qu'il soit débloqué la semaine prochaine. J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. La semaine prochaine? Mais vous devez l'arrêter. Je ne veux pas de ce prêt. Je ne peux pas le payer. Mon seul revenu est ma sécurité sociale. Je comprends, Madame Sullivan, et nous allons geler la demande immédiatement pendant qu'elle est examinée. Mais je dois vous faire comprendre que cela pourrait devenir une affaire juridique. Si une fraude est impliquée, nous devrons le signaler aux autorités. Mon avocat m'a dit la même chose. Faites ce que vous avez à faire. J'ai juste besoin que ce prêt ne soit pas approuvé. Stephen hocha la tête. Je vais marquer cette demande comme gelée dès maintenant. Personne ne pourra toucher quoi que ce soit tant que ce ne sera pas résolu. J'aurai également besoin que vous signiez des documents déclarant que vous n'avez pas sciemment autorisé ce prêt. J'ai tout signé ce qu'il m'a mis devant. Cette fois, j'ai lu chaque mot, chaque ligne. Je ne ferai plus l'erreur de faire aveuglément confiance. Quand je suis sorti de la banque 1 heure plus tard, je me suis senti épuisé, mais aussi soulagé. Le prêt était bloqué. Liam n'aurait pas cet argent, du moins pas de cette façon. Mais je savais que ce n'était pas fini. Quand Liam découvrirait que la banque avait gelé la demande, il saurait que quelque chose n'allait pas. Il devrait agir plus prudemment que jamais. Je suis rentré chez moi et j'ai appelé Robert pour lui raconter ce qui s'était passé. Il a semblé satisfait. Excellent, Madame Sullivan. Vous avez fait le premier pas. Maintenant, nous devons recueillir plus de preuves. Avez-vous accès à l'ordinateur de votre fils ou à son téléphone? Non, il ne les laisse jamais ici quand il vient. Alors nous devons être créatifs. La prochaine fois qu'il vient vous rendre visite, essayez d'enregistrer la conversation s'il dit quelque chose de compromettant ou voyez si vous pouvez prendre des photos de n'importe quel document s'il l'apporte. L'idée d'espionner mon propre fils me retournait l'estomac, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir à nouveau. Je suis resté allongé à penser à ce qui allait arriver.
Comment Liam réagirait-il quand la banque le contacterait pour lui dire que la demande était gelée? Viendrait-il me confronter? Se douterait-il que je savais quelque chose? La réponse est venue 2 jours plus tard. Liam est arrivé chez moi sans prévenir. C'était vendredi après-midi. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand j'ai entendu sa voiture. Mon cœur s'est emballé. Il a ouvert la porte avec ses propres clés. Il est entré d'un pas ferme. Son visage était tendu, en colère. « Maman, il faut qu'on parle. » J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et j'ai essayé d'avoir l'air calme. « Bien sûr, mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air contrarié. La banque m'a appelé aujourd'hui. Ils disent que tu y es allé et que tu as gelé la demande de prêt. Pourquoi as-tu fait ça? » Donc, il n'allait plus faire semblant. Je n'allais plus faire semblant de ne rien savoir. Je devais réfléchir vite. Prêt? Liam? Je n'ai demandé aucun prêt. Tu m'as dit que ces papiers étaient pour l'assurance maladie. Il a serré la mâchoire. Maman, nous avons parlé de ça. Le prêt était pour faire des réparations sur la maison pour tes futures dépenses médicales. Tu ne te souviens pas? Menteur. Nous n'avions jamais parlé de ça. Mais je devais jouer le jeu. Liam, je ne me souviens pas avoir parlé d'un prêt. Et je ne me souviens absolument pas avoir autorisé 180 000 $. C'est une somme énorme. Comment vais-je payer ça avec ma pension? C'est pourquoi nous allions gérer l'argent. Jessica et moi pour s'assurer qu'il était bien utilisé. Gérer mon argent sans me consulter. Liam, ça ne me semble pas juste. J'ai vu la frustration sur son visage. Il perdait patience. Maman, tu es confuse. Tu as probablement oublié notre conversation. Tu sais, ces derniers temps tu es un peu distraite. C'était ça. La tentative de me faire passer pour sénile, d'invalider ma parole. Je ne suis pas confuse, Liam. Et je ne suis pas distraite. Je sais exactement ce que j'ai signé et ce que je n'ai pas signé et je n'ai pas autorisé ce prêt. Il passa une main dans ses cheveux. Il était nerveux, inquiet. Son plan s'effondrait. Alors appelle la banque et dis-leur que c'était un malentendu, que tu veux le prêt. Je ne ferai pas ça. Pourquoi pas? Parce que je n'ai pas besoin de cet argent et je ne veux pas m'endetter à mon âge. Liam me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Il y avait de la rage dans ses yeux, du ressentiment, presque de la haine. Tu sais quoi, maman? Tu as toujours été comme ça, toujours à compliquer les choses, toujours à être difficile. Difficile. C'est moi qui suis difficile, Liam? Je t'ai tout donné. Tout ce que j'ai. Et je n'ai jamais rien demandé en retour. Exactement. Tu n'as jamais rien demandé parce que tu as toujours voulu que je me sente coupable, que je me sente te devoir quelque chose. Eh bien, tu sais quoi? J'en ai marre de porter cette culpabilité. Ces mots me frappèrent comme des gifles, mais je ne pouvais pas le laisser me voir faible. Personne ne t'a demandé de porter quoi que ce soit. Je voulais juste que tu sois heureux, que tu aies une belle vie. Eh bien, je l'ai. Et je n'ai pas besoin que tu continues à me traiter comme un enfant qui dépend de toi. Il se tourna pour partir. Mais avant d'atteindre la porte, il s'arrêta. Réfléchis bien, maman. Ce prêt était pour ton bien, pour assurer ton avenir. Si tu ne l'acceptes pas, je ne sais pas comment tu vas survivre quand tu ne pourras plus prendre soin de toi. C'était une menace à peine voilée. Il me disait que si je ne coopérais pas, il m'abandonnerait. Je me débrouillerai. J'ai toujours fait. Il partit en claquant la porte. J'entendis sa voiture démarrer et s'éloigner rapidement. Je me laissai tomber sur une chaise. Je tremblais de la tête aux pieds. Ça avait été horrible, mais cela avait aussi été révélateur. Maintenant, Liam savait que je n'allais pas coopérer et cela le rendait dangereux. J'ai immédiatement appelé Robert. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. C'était prévisible, dit-il, maintenant, il va essayer autre chose. Il pourrait essayer d'accéder à vos comptes d'une autre manière ou essayer de vous faire pression émotionnellement. Vous devez être prête. Qu'est-ce que je fais? Continuez à agir normalement autant que possible. Ne lui donnez pas de raison de penser que vous connaissez tout le plan.
Restez simplement ferme sur le fait que vous ne voulez pas le prêt et documentez tout, chaque conversation, chaque interaction. Cette nuit-là, j'ai commencé un journal. J'ai écrit tout ce qui s'était passé depuis que j'avais entendu cette terrible conversation, chaque détail, chaque émotion, chaque confrontation parce que je savais que cela allait empirer avant de s'améliorer, et je devais être prête pour tout ce qui viendrait. Les jours suivants furent d'un silence assourdissant. Liam n'a pas appelé. Il n'est pas venu me rendre visite. C'était comme s'il avait disparu de ma vie. Et cela faisait plus mal que je ne voulais l'admettre. Malgré tout ce que je savais, malgré la trahison, une partie de moi regrettait encore mon fils. Ou du moins je regrettais l'illusion de ce que je pensais que nous avions. Patty m'appelait tous les jours. Elle me demandait comment j'allais, si j'avais des nouvelles de Liam, si j'avais besoin qu'elle vienne rester avec moi. Je lui disais que j'allais bien, bien que ce ne fût pas vrai. Je me sentais vide, épuisé, comme si j'avais vieilli de 10 ans en une semaine. C'est Robert qui m'a tiré de cette paralysie émotionnelle. Il m'a appelé mardi matin. Madame Sullivan, j'ai besoin que vous veniez à mon bureau aujourd'hui si vous le pouvez. J'ai des informations importantes. Je suis arrivé à son bureau à 14 heures. Robert m'attendait avec plusieurs documents sur son bureau. Son expression était sérieuse. Madame Sullivan, j'ai fait quelques recherches. J'ai contacté la banque et demandé des copies de tous les documents relatifs à la demande de prêt. Ce que j'ai trouvé est pire que ce que nous pensions. J'ai eu le vertige. Qu'avez-vous trouvé? Votre fils n'a pas seulement falsifié votre signature sur les documents bancaires, il a également présenté de fausses preuves de revenus à votre nom. Il a déclaré que vous receviez une pension 3 fois supérieure à ce que vous recevez réellement. Et il a présenté des documents qui prouvent que vous avez des investissements de plus de 200 000 $. Mais je n'ai pas d'investissement. J'ai à peine des économies. Exactement. Tout est faux. Il a fabriqué des documents pour faire croire que vous aviez la capacité de payer ce prêt. C'est une fraude bancaire, pure et simple. J'ai eu des nausées. Comment a-t-il pu faire ça? Comment a-t-il obtenu toutes ces informations sur moi? Vous lui avez donné accès au fil des ans. Vous lui avez donné suffisamment d'informations personnelles pour qu'il puisse faire cela. Numéro de compte, vos documents de pension. Il a probablement pris des photos ou fait des copies quand il vivait chez vous. Il avait raison. Pendant ces 8 mois où ils avaient vécu avec moi, Liam avait eu accès à tout, à mes papiers, à mes documents, à toute ma vie. Que dois-je faire maintenant? Robert se pencha en arrière sur sa chaise. Nous avons 2 options. La première est d'aller directement à la police avec tout cela. Déposer des accusations de fraude. Liam pourrait faire entre 5 et 10 ans de prison s'il est reconnu coupable. Mon cœur se serra. Aussi horrible que tout fût, l'idée de mon fils en prison me déchirait. Quelle est la deuxième option? La deuxième option est plus stratégique. Nous utilisons toutes ces informations pour vous protéger complètement. Nous préparons des documents juridiques qui le privent de tout accès à vos biens. Et ensuite, nous confrontons Liam avec les preuves, lui donnant la possibilité de s'éloigner de vous définitivement ou de faire face à des accusations criminelles. Et s'il choisit de ne pas s'éloigner, alors nous procédons avec l'option 1. Mais au moins, nous lui donnons la chance de comprendre la gravité de ce qu'il a fait. J'ai réfléchi aux 2 options. Une partie de moi voulait une justice immédiate. Voulait que Liam paie pour tous les dommages qu'il m'avait causés. Mais une autre partie, cette partie maternelle qui ne meurt jamais complètement, voulait lui donner une dernière chance de faire ce qui était juste. Allons-y avec la deuxième option. Mais je veux que toutes les preuves soient prêtes au cas où il déciderait de ne pas coopérer. Robert hocha la tête. Je vais tout préparer. En attendant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. J'ai besoin que vous agissiez comme si rien ne s'était passé. Si Liam vous contacte, soyez cordial mais ferme. Ne mentionnez rien de ce que nous avons découvert. Pouvez-vous faire ça? Je peux essayer. Mais Liam ne m'a pas contacté. Une semaine entière s'est écoulée sans un seul appel, sans un seul message. C'était comme s'il avait décidé de me punir par son silence pour ne pas avoir coopéré à son plan. C'est Jessica qui a finalement brisé le silence. Elle m'a appelé un vendredi après-midi. Sa voix semblait douce, inquiète. La belle-fille parfaite. Maggie, c'est Jessica. Comment vas-tu?
Liam m'a dit que vous aviez eu un malentendu à propos du prêt. Malentendu. Quelle façon commode de décrire une tentative de fraude. Bonjour, Jessica. Je vais bien. Merci de demander. Écoute, je sais que Liam était un peu tendu la dernière fois que vous avez parlé, mais c'est juste parce qu'il s'inquiète pour toi. Ce prêt était vraiment pour t'aider. Menteuse. Elle savait parfaitement quel était le vrai plan. Je comprends, Jessica, mais je n'ai pas besoin de ce prêt. Je vais bien financièrement. Tu es sûre? Parce que Liam et moi avons parlé et nous pensons que peut-être tu as besoin de plus d'aide que tu ne l'admets. Peut-être devrais-tu envisager de déménager dans un endroit plus petit, de vendre cette grande maison. Nous pourrions t'aider avec ça. C'était ça. La prochaine étape de leur plan. S'ils ne pouvaient pas obtenir le prêt, ils essaieraient de me faire vendre ma maison, et ils s'attendaient probablement à gérer eux-mêmes l'argent de la vente. Cette maison est ma maison, Jessica. Je n'ai pas l'intention de la vendre. Il y eut une pause. J'entendais presque les rouages tourner dans sa tête, cherchant un autre angle d'attaque. Bien sûr, bien sûr. Nous voulions juste que tu saches que nous sommes là pour toi, pour tout ce dont tu as besoin. Je sais, merci. J'ai raccroché le téléphone, ressentant un mélange de rage et de satisfaction. Ils savaient que leur plan avait échoué et maintenant ils étaient désespérés, cherchant un autre moyen d'accéder à mon argent. J'ai immédiatement appelé Robert pour lui parler de la conversation. Il m'a dit que c'était exactement ce à quoi ils s'attendaient. Ils vont continuer d'essayer. Ils vont essayer différentes tactiques, manipulation émotionnelle, vous faire sentir coupable, peut-être même des menaces voilées. Vous devez rester ferme. Je le ferai. Cette nuit-là, alors que j'étais au lit, essayant de dormir, j'ai entendu un bruit dehors. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre. Une voiture était garée devant ma maison. J'ai reconnu la voiture de Liam. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Que faisait-il là à 23 heures? Pourquoi n'avait-il pas frappé à la porte? Je l'ai observé pendant plusieurs minutes. Il était assis dans la voiture, regardant vers ma maison. La lumière de son téléphone éclairait son visage. Il parlait à quelqu'un, probablement Jessica. Après environ 15 minutes, il a démarré la voiture et est parti. Il n'avait pas frappé. Il n'avait pas essayé d'entrer. Il était juste là à observer. Je me suis senti violé, menacé. Ma propre maison ne me semblait plus sûre. Le lendemain, j'ai raconté à Robert ce qui s'était passé. Il m'a suggéré d'installer des caméras de sécurité. Patty est venue ce même week-end et m'a aidé à installer un système simple, une caméra à la porte d'entrée et une autre à l'arrière. S'il réapparaît comme ça, nous aurons des preuves, a dit Patty. Et il est revenu 3 nuits plus tard, cette fois avec Jessica. Les deux sont restés dans la voiture devant ma maison pendant une demi-heure. La caméra a tout capturé, leur visage, la plaque d'immatriculation, l'heure exacte. Robert a examiné les enregistrements. C'est du harcèlement. Si cela continue, nous pouvons obtenir une ordonnance restrictive. Mais je ne voulais pas en arriver là encore car j'avais un meilleur plan. Robert et moi avions travaillé sur quelque chose de plus élaboré, quelque chose qui non seulement me protégerait, mais exposerait également complètement Liam et Jessica. L'idée est venue de Patty. Elle a suggéré qu'au lieu de simplement nous défendre, nous devrions leur tendre un piège. Leur faire croire que leur plan pouvait encore fonctionner, mais avec une variante qui leur convenait moins. Robert a développé la stratégie. Je contacterai Liam et lui dirai que j'avais reconsidéré l'affaire du prêt, que peut-être il avait raison, que j'avais besoin d'aide pour gérer mes finances, mais qu'au lieu d'un prêt bancaire, je voulais qu'il m'aide à réorganiser mes investissements. Nous allons lui faire croire qu'il a accès à votre argent d'une manière différente, expliqua Robert. Mais en réalité, nous allons préparer des documents qui l'incrimineront encore plus. Chaque signature qu'il apposera, chaque action qu'il entreprendra sera une preuve supplémentaire de son intention de vous frauder. C'était risqué. Cela signifiait devoir à nouveau être proche de Liam, devoir faire semblant de lui faire confiance, mais c'était le meilleur moyen de s'assurer qu'il ne pourrait plus jamais tenter quelque chose comme ça. J'ai appelé Liam le lundi matin. Il a semblé surpris de me parler. « Maman, je n'attendais pas ton appel. Liam, j'ai besoin de te parler du prêt et de mes finances en général. » J'ai entendu l'intérêt dans sa voix. « Qu'est-ce que c'est ?
J'ai réfléchi. Peut-être que tu avais raison. Peut-être que j'ai besoin d'aide pour mieux gérer mon argent. Pourrions-nous nous rencontrer? Toi, Jessica et moi. Il y a eu une pause, puis sa voix, essayant d'avoir l'air désinvolte, mais clairement excitée. Bien sûr, maman. Quand ça t'arrange? Et si c'était ce samedi? Tu pourrais venir déjeuner. Je ferai ton plat préféré. Parfait. Nous serons là. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. Je venais d'inviter chez moi les 2 personnes qui voulaient me détruire. Mais cette fois, j'étais préparé. Robert viendrait avant pour installer un appareil d'enregistrement caché. Nous enregistrerions toute la conversation, chaque mot, chaque proposition, chaque tentative de manipulation. Patty serait à proximité, chez une voisine, prête à intervenir si quelque chose tournait mal. Et j'aurais en ma possession des documents préparés par Robert qui semblaient donner à Liam accès à mes finances, mais qui en réalité ne lui donnaient rien. Il ne ferait que le compromettre davantage. Le samedi arriva trop vite. J'ai passé la matinée à cuisiner, essayant de garder mes mains occupées pour ne pas trop penser. Robert est venu tôt et a placé l'appareil d'enregistrement à l'intérieur d'un arrangement floral sur la table à manger. Personne ne le remarquera, m'a-t-il assuré. Il capturera tout parfaitement. À 13h pile, la sonnette retentit. Liam et Jessica étaient arrivés. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai mis mon plus beau masque de mère aimante et j'ai ouvert la porte. Mon fils, Jessica, je suis si contente que vous soyez venus. Liam m'a embrassé la joue. Jessica m'a serré dans ses bras. Tout si normal. Tout si faux. Ça sent délicieusement bon. Maman, tu as fait ton célèbre poulet eri. Ton plat préféré depuis que tu es enfant. Nous nous sommes assis pour manger. La conversation était légère au début. Nous avons parlé du temps qu'ils faisaient, de leurs emplois, de rien d'important, mais je pouvais sentir la tension, l'anticipation. Ils attendaient que j'aborde le sujet des finances. Et je l'ai fait. Après le dessert, pendant que nous buvions du café, Liam, Jessica, je vous ai appelé parce que j'ai beaucoup réfléchi à mon avenir, à ma situation financière, et je pense que vous avez raison. J'ai besoin d'aide. J'ai vu comment ils se sont regardés, un regard de triomphe à peine contenu. Nous sommes là pour tout ce dont vous avez besoin, maman. Liam a dit, je sais, mon fils. Et c'est pourquoi je veux que vous m'aidiez à mieux gérer mon argent, à me conseiller sur les investissements, sur la façon de faire durer ma pension plus longtemps. Jessica s'est penchée en avant. Nous pouvons vous aider avec ça, Maggie. En fait, nous connaissons des gens qui peuvent vous donner de très bons rendements. Je parie que oui. Probablement eux-mêmes, avant de disparaître avec tout. J'aimerais bien ça, mais j'ai besoin que vous m'expliquiez bien comment ça fonctionnerait, quel papier je devrais signer, quel accès vous auriez besoin à mes comptes, et ils ont commencé à parler, à expliquer leur plan, et l'appareil d'enregistrement a capturé chaque mot. Liam et Jessica ont parlé pendant près d'1 heure. Ils m'ont expliqué en détail comment ils pourraient m'aider à investir mon argent, comment ils auraient besoin d'accéder à mes comptes bancaires pour effectuer des virements rapides quand il y aurait de bonnes opportunités. Comment il serait préférable que je leur donne une procuration large afin qu'ils puissent agir en mon nom sans avoir à me déranger pour chaque décision. J'ai hoché la tête, posé des questions, fait semblant d'être intéressé et un peu confuse comme la vieille femme naïve qu'ils pensaient que j'étais. Mais à l'intérieur, mon esprit enregistrait chaque mot, chaque fausse promesse, chaque mensonge déguisé en conseil financier. Jessica a sorti son ordinateur portable. Elle m'a montré des graphiques et des projections, des chiffres dansant sur l'écran, promettant des rendements de 20, 30, voire 40% par an. C'était ridicule. N'importe qui avec une éducation financière minimale saurait que ces chiffres étaient impossibles. Mais il supposait que je ne savais rien. Avec un investissement initial d'environ 50 000 $, a dit Liam, vous pourriez générer un revenu passif de plusieurs milliers par mois, assez pour vivre confortablement sans vous soucier de quoi que ce soit. 50 000 $, mais je n'ai pas autant d'argent disponible. Liam a souri. Ce sourire qui me semblait autrefois chaleureux et qui me donnait maintenant la nausée. C'est pourquoi le prêt aurait été parfait. Maman, mais puisque tu n'as pas voulu l'accepter, nous pourrions commencer avec tes économies actuelles. Combien as-tu à la banque en ce moment? C'était une question directe. Il voulait savoir exactement combien il pouvait me voler.
J'ai environ 35 000 $ sur mon compte d'épargne et environ 10 000 $ sur mon compte courant. J'ai vu les yeux de Jessica briller. 45 000 $. Ce n'était pas ce qu'ils attendaient avec le prêt, mais c'était clairement suffisant pour les intéresser. C'est parfait pour commencer. Elle a dit qu'avec cette somme, nous pouvions faire des merveilles. En 6 mois, vous pourriez facilement le doubler. Mensonge. En 6 mois, je serais à zéro et il serait sur une plage à dépenser mon argent. Ça a l'air très bien, mais j'ai besoin d'être sûr que mon argent est protégé. Comment ça marche? Liam se pencha vers moi et me prit la main. Le geste me donna des frissons. Maman, fais-moi confiance. Je suis ton fils. Je ne te ferai jamais de mal. Ton argent sera plus en sécurité que jamais et nous allons tout gérer pour que tu n'aies à te soucier de rien. Exactement. Je n'aurai pas à m'inquiéter car il ne me resterait rien à m'inquiéter. D'accord. Je vous fais confiance. Qu'avez-vous besoin que je signe? Jessica a sorti un dossier de son sac. Elle avait déjà préparé des documents. Ils étaient venus prêts à conclure l'affaire. Comme c'était pratique. Ce sont de simples formulaires de procuration, expliqua-t-elle. Ils nous donnent juste la permission d'agir en votre nom dans les affaires financières. Ce sont des formulaires standards. Tout le monde les utilise. J'ai pris les documents et je les ai lus. Enfin, j'ai fait semblant de les lire. En réalité, Robert m'avait déjà montré des copies similaires et m'avait expliqué exactement ce qu'elles signifiaient. Ce n'était pas de simples procurations. C'étaient des pouvoirs extrêmement larges qui leur donneraient un accès total à tous mes biens. Ils pourraient vider mes comptes, vendre ma maison, faire tout ce qu'ils voulaient. Ceci dit que vous pouvez vendre des propriétés en mon nom, fis-je remarquer. Liam a ri. Oui, mais nous ne le ferions que si c'était absolument nécessaire et toujours en vous consultant d'abord. Évidemment, un autre mensonge. Je ne sais pas. Cela me fait un peu peur de signer quelque chose d'aussi large. J'ai vu la frustration traverser brièvement le visage de Liam avant qu'il ne remette son masque de fils inquiet. Maman, si tu ne me fais pas confiance, dis-le-moi. Mais souviens-toi, tout ce que nous voulons, c'est t'aider, te protéger, t'assurer un avenir stable. C'était de la manipulation émotionnelle de base, me faisant me sentir coupable de douter, jouant avec mon besoin de croire que mon fils m'aimait. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, mon fils. C'est juste que je suis prudente, Jessica intervint avec sa voix la plus douce. Et tu as raison d'être prudente, Maggie. C'est pourquoi nous allons tout faire de manière transparente. Nous allons t'envoyer des rapports mensuels de tous tes mouvements d'argent. Tu sauras exactement où se trouve chaque centime. Bien sûr, jusqu'à ce qu'un jour les rapports cessent d'arriver parce qu'ils auraient disparu. J'ai laissé les documents sur la table. Laissez-moi y réfléchir quelques jours. C'est une décision importante. Liam serra la mâchoire. Maman, les opportunités d'investissement n'attendent pas. Si nous voulons profiter des meilleurs rendements, nous devons agir vite. Juste quelques jours, mon fils, pour être sûr. Je pouvais voir qu'il voulait insister davantage, mais Jessica lui toucha le bras doucement, un geste d'avertissement. Il ne pouvait pas paraître trop anxieux. Bien sûr, maman, dit finalement Liam. Prends ton temps, mais pas trop, d'accord? Nous voulons vraiment t'aider. Ils sont partis peu après. Je les ai serrés dans mes bras à la porte comme je le faisais toujours. Je leur ai dit que je les aimais. Ils ont dit la même chose. Tout parfaitement normal à l'extérieur, tout pourri à l'intérieur. Dès que j'ai fermé la porte, j'ai appelé Patty. Elle est arrivée en 5 minutes. Robert est venu une demi-heure plus tard. Nous avons examiné l'enregistrement ensemble. C'est de l'or pur, a dit Robert. Ils ont des documents préparés à l'avance. Ils la pressent de signer rapidement. Ils promettent des rendements impossibles. Et le mieux, c'est qu'il a été enregistré qu'ils cherchent un accès total à vos biens. C'est suffisant pour procéder légalement, plus que suffisant. Mais il y a autre chose que nous pouvons faire, quelque chose qui les incriminera encore plus décisivement. Robert a sorti des documents de sa mallette. Ils étaient similaires à ceux que Liam et Jessica avaient apportés, mais avec des différences subtiles. Ce sont des procurations que j'ai préparées. À première vue, elles semblent leur donner accès à votre argent, mais elles contiennent des clauses cachées qui les rendent nuls et non avenus.
Plus important encore, elles contiennent une clause qui déclare spécifiquement que toute personne tentant d'utiliser ces documents à des fins personnelles commettra une fraude. Vous voulez que je leur donne cela à la place de ceux qu'ils ont apportés? Exactement. Vous leur dites que vous êtes allé voir un notaire ou un avocat de confiance pour faire relire les documents, que cet avocat a fait quelques ajustements pour mieux vous protéger. Vous leur donnez ces documents à signer en tant que témoin. Une fois qu'ils auront signé, nous aurons des preuves irréfutables de leur intention. Patty a souri. C'était la première fois qu'elle souriait depuis des semaines. C'est génial. Ils vont signer leur propre condamnation. Mais je dois les faire signer sans qu'ils ne se doutent de rien. J'ai dit que c'est pourquoi les documents ressemblaient presque à l'identique aux originaux. Seul un avocat lisant attentivement remarquerait les différences. Et je doute qu'ils lisent attentivement. Ils sont trop impatients de conclure l'affaire. Nous avons passé le reste de l'après-midi à planifier chaque détail. J'appellerai Liam le lendemain. Je lui dirai que j'avais reconsidéré et que j'étais prête à signer, que j'avais juste fait quelques petits ajustements avec un avocat pour me sentir plus en sécurité, de venir mercredi pour tout finaliser. Mercredi, dans 4 jours, pour me préparer mentalement, pour revoir leur visage, pour recommencer à faire semblant de ne pas savoir ce qu'ils étaient vraiment. J'ai appelé Liam le lundi matin comme nous l'avions prévu. Il a répondu à la 2e sonnerie. Maman, comment vas-tu? Bien, mon fils. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi à ce dont nous avons parlé et tu as raison. J'ai besoin d'aide pour mieux gérer mon argent. Je suis prête à signer ces documents. Silence, puis sa voix, essayant de ne pas paraître trop excitée. C'est excellent. Maman, je suis content que tu aies pris cette décision. Quand veux-tu que nous venions? Et si c'était mercredi? Mais avant ça, je veux te dire quelque chose. J'ai apporté les documents à un conseiller juridique de confiance, un homme qui connaissait ton père, juste pour qu'il les relise et m'explique tout bien. J'ai entendu de la tension dans sa voix. Et qu'a-t-il dit? Il a dit qu'ils étaient bien, mais il a fait quelques petits ajustements, ajouté quelques clauses pour mieux me protéger au cas où quelque chose tournerait mal. Rien d'important, juste des trucs juridiques. Maman, tu n'avais pas besoin de faire ça. Les documents que nous t'avons apportés étaient déjà parfaits. Je sais, mon fils, mais ça m'a calmé. Tu comprends, n'est-ce pas? À mon âge, on devient un peu paranoïaque. Une autre pause. Bien sûr, maman, je comprends. Alors, mercredi, tu nous apportes ces nouveaux documents et nous les examinons. Parfait. Je te vois à 13h. Je ferai quelque chose de bon à manger. J'ai raccroché et j'ai fixé le téléphone. J'avais tendu le piège. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre qu'ils y tombent. Les jours suivants furent d'une anxiété constante. Je dormais peu, mangeais moins. Patty est restée avec moi pour s'assurer que je ne m'effondre pas. Robert a revu les documents, s'assurant que tout était parfait. Le mercredi a commencé avec un ciel gris. Des nuages lourds menaçaient de pluie. Cela semblait approprié. J'ai passé la matinée à cuisiner à nouveau. J'avais besoin de garder mes mains occupées. Robert est arrivé à 11h. Il a placé un autre appareil d'enregistrement. Celui-ci était plus sophistiqué. Il avait la vidéo ainsi que l'audio. Il serait caché sur une étagère avec une vue directe sur la table à manger. Après aujourd'hui, a dit Robert, nous allons avoir tout ce dont nous avons besoin. Enregistrement, documents signés, preuve complète d'intention criminelle. Nous pourrons procéder comme vous le déciderez. Patty était dans la cuisine en train de faire du café. Elle est venue me serrer dans ses bras. Tu vas t'en sortir. Tout cela sera bientôt terminé et ensuite tu pourras commencer à guérir. Mais je n'étais pas sûr de pouvoir guérir. Certaines blessures sont trop profondes. À 13h pile, la sonnette retentit. Liam et Jessica étaient arrivés, ponctuels comme toujours, si fiables quand il s'agissait de voler une vieille femme. J'ai ouvert la porte. Sourire, baiser, câlin, le théâtre habituel. Nous avons d'abord mangé. Personne n'a mentionné les documents pendant le repas. Nous avons parlé de futilité, de leur travail, d'un voisin qui avait déménagé, de rien d'important. Après le café, j'ai sorti les documents, ceux que Robert avait préparés. Je les ai posés sur la table. Les voici.
L'avocat a apporté quelques modifications mais a dit qu'ils étaient standards. Voulez-vous les revoir? Liam a pris les documents. Il les a parcourus rapidement. Trop rapidement. Il ne lisait pas vraiment. Il vérifiait juste qu'ils avaient l'air officiels. Ils ont l'air bien. Maman, où est-ce que je signe? J'ai besoin que vous signiez tous les deux ici en tant que témoins et je signe ici, vous donnant le pouvoir. Jessica a également examiné les documents superficiellement. Puis elle a sorti un stylo de son sac à main, un stylo cher, probablement acheté avec de l'argent qu'ils avaient obtenu en trompant quelqu'un d'autre. Ils ont signé, tous les deux, sans lire les clauses qui les incriminaient, sans réaliser qu'ils venaient de signer leur propre condamnation. J'ai signé aussi, faisant tout le théâtre. Prêt, dit Liam, souriant. Maintenant, nous allons commencer à travailler pour toi. Tu verras à quel point tu vas bien t'en sortir. Merci, mon fils. Merci à vous deux. Je me sens plus calme sachant que vous allez prendre soin de moi. Ils sont partis une demi-heure plus tard, heureux, triomphants, convaincus d'avoir gagné. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui venait de se passer. Dès qu'ils sont partis, Robert est sorti de la pièce où il attendait. Son visage affichait une satisfaction professionnelle que j'avais rarement vue chez lui. Nous avons tout. Vidéo, audio, documents signés. C'est une preuve irréfutable. Je me suis assise sur le canapé, sentant le poids de ce que nous venions de faire. Et maintenant, quelle est la suite? Robert s'est assis en face de moi et a ouvert sa mallette. Il a sorti d'autres documents. Toujours plus de documents. Maintenant, nous préparons la contre-offensive finale. Nous allons faire plusieurs choses simultanément. Premièrement, demain, je vais présenter toutes les preuves que nous avons à la banque. Ils vont fermer définitivement toute possibilité pour Liam d'accéder à vos comptes et il le réalisera probablement, mais à ce moment-là, nous serons déjà à l'étape suivante. Je vais préparer des documents juridiques qui le dépossèdent de tout droit sur vos biens présents ou futurs. Nous allons également révoquer toute procuration qu'il pourrait prétendre avoir eue auparavant. Patty est intervenue de la cuisine. Et quand les confronterons-nous? Robert a souri. Voici la partie intéressante. Nous allons organiser un événement, une réunion de famille, quelque chose qui semble normal, un déjeuner, une célébration, quelque chose où des témoins sont présents, des témoins, de la famille, des amis proches. Des gens qui doivent connaître la vérité sur Liam et Jessica. Et à ce moment-là, devant tout le monde, nous allons exposer exactement ce qu'ils ont essayé de faire. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Je ne sais pas si je peux faire ça. L'exposer publiquement comme ça. Patty est venue et m'a pris la main. Maggie, ils n'ont eu aucun problème à planifier de te laisser ruiner. De t'abandonner avec une dette que tu ne pourrais jamais payer, de détruire ta vie sans le moindre remords. Ils méritent que l'on sache qui ils sont vraiment. Elle avait raison. Je le savais. Mais il était toujours mon fils. Malgré tout, une partie de moi ressentait toujours cet instinct maternel de le protéger. Et si nous leur disions simplement que nous savons tout, qu'ils restent loin et ne reviennent jamais? Robert secoua la tête. Madame Sullivan, les gens comme Liam et Jessica n'apprennent pas d'un avertissement privé. Si vous les laissez partir maintenant, ils vont essayer la même chose avec quelqu'un d'autre. Peut-être avec une autre personne âgée, peut-être avec quelqu'un qui n'aura pas la chance de les découvrir à temps. Vous avez l'occasion de les arrêter définitivement. Ces mots m'ont frappé. Je n'y avais jamais pensé. Que si je ne faisais rien, ils pourraient faire la même chose à une autre personne, à une autre mère, à une autre vieille femme solitaire et vulnérable. Quel genre d'événement suggérez-vous? Robert a réfléchi un instant. Quand est votre anniversaire? Dans 3 semaines. Le 15 du mois prochain. Parfait. Organisez une fête d'anniversaire. Invitez de la famille, des amis, des voisins. Faites en sorte que cela ressemble à une célébration normale. Liam et Jessica ne pourront pas refuser d'y assister sans avoir l'air mal. Et là, au milieu de la fête, nous ferons la révélation. Patty a hoché la tête avec enthousiasme. C'est brillant. Ils vont être détendus, confiants. Ils ne verront pas ce qui va arriver. J'ai passé les jours suivants dans un état d'anxiété constante. Robert travaillait sur tous les documents juridiques. Patty m'a aidé à organiser la fête. J'ai essayé de rester calme et d'agir normalement quand Liam appelait.
Et il appelait presque tous les jours maintenant, me demandant comment j'allais, disant que bientôt il commencerait à déplacer mon argent vers des investissements, que j'avais besoin de leur donner mes numéros de compte bancaire pour effectuer les transferts. J'ai inventé des excuses, que la banque avait mis en place de nouvelles mesures de sécurité, que je devais me rendre personnellement pour autoriser certains mouvements, qu'il prenait du temps pour traiter la documentation, n'importe quoi pour gagner du temps. J'entendais la frustration grandissante dans sa voix, mais il ne pouvait pas me faire trop pression sans révéler ses véritables intentions. 10 jours avant mon anniversaire, j'ai commencé à envoyer les invitations. J'ai appelé ma sœur Patty évidemment. Mes cousines Faye et Sylvia qui vivaient en ville, ma voisine Hélène qui était mon amie depuis 20 ans, d'anciens collègues, les gens qui faisaient partie de ma vie depuis des années, et bien sûr, j'ai appelé Liam. Mon fils, je vais organiser une petite fête pour mon anniversaire. Rien de grand, juste de la famille et des amis proches. J'aimerais que toi et Jessica veniez. Bien sûr, maman. Nous ne manquerions ça pour rien au monde. Il n'avait aucune idée à quel point c'était vrai. Les jours passèrent lentement et vite à la fois. Lentement parce que l'anxiété me rongeait. Vite parce que chaque jour me rapprochait du moment de vérité. Robert termina tous les documents juridiques. Il me les montra un après-midi dans son bureau. Ceci est une ordonnance de protection préventive. Une fois que nous aurons exposé Liam, cela l'empêchera de vous approcher ou d'essayer de vous contacter. Ceci est la révocation formelle de tout pouvoir qu'il pourrait prétendre avoir eu auparavant. Et ceci, dit-il, me montrant le dernier document, est la plainte formelle pour tentative de fraude que nous présenterons aux autorités. Va-t-il aller en prison? Cela dépend du procureur et de l'ampleur de la poursuite. Mais avec les preuves que nous avons, il est très probable qu'il fasse face à des accusations criminelles. J'ai tout signé, chaque document, chaque page. Cette fois, lisant chaque mot. La veille de mon anniversaire, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé, pensant à tout ce qui s'était passé, à la mère que j'avais été, au fils que j'avais élevé, à la façon dont tout s'était terminé ici. J'ai pensé au bon moment où Liam était petit et me serrait dans ses bras en disant que j'étais la meilleure maman du monde. À sa remise de diplôme, quand il a pleuré de bonheur et m'a remercié pour tous mes sacrifices. À son mariage, quand nous avons dansé et qu'il m'a dit qu'il espérait être un aussi bon parent que j'avais été une mère. Quand est-ce que ça avait basculé? Quand le gentil petit garçon s'était-il transformé en l'homme capable de détruire sa propre mère? Ou avait-il toujours été comme ça et je m'étais simplement refusé de le voir? Peut-être ne saurais-je jamais la réponse. Mais demain, je saurai quelque chose de plus important. Je saurai que je m'étais battu, que je ne m'étais pas laissé détruire, que même à 64 ans, j'avais encore la force de me défendre. Mon anniversaire a commencé ensoleillé. Une journée parfaite pour une fête. Une journée parfaite pour la justice. Les 2 jours suivants furent d'une tension insoutenable. Liam m'appelait toutes les quelques heures pour me demander des nouvelles du notaire, insistant pour que nous configurions les services bancaires en ligne. Son ton devenait de plus en plus urgent, plus désespéré. Je continuais à repousser, inventant des excuses. J'avais mal à la tête. J'avais un rendez-vous chez le médecin. J'étais fatigué. N'importe quoi pour gagner du temps. Le dimanche soir, Patty est venue dormir chez moi. Robert viendrait le lundi matin. Il était temps de préparer l'événement final, la confrontation définitive. « Es-tu prête pour ça ?» me demanda Patty pendant que nous buvions du thé dans la cuisine. Je ne sais pas. Je pensais l'être, mais maintenant que c'est si proche, je ne suis plus sûr. Tu peux reculer si tu veux. Nous pouvons aller directement à la police sans les confronter. Je secouai la tête. Non, je dois le faire. J'ai besoin qu'ils voient mon visage quand ils découvriront que je sais tout. Que je n'ai jamais été la folle qu'ils pensaient que j'étais. Patty me serra la main. Alors nous allons bien le faire. Lundi, Robert est arrivé avec d'autres documents. Il avait préparé un dossier complet avec toutes les preuves, des enregistrements transcrits, des photographies des documents falsifiés, des relevés bancaires, tout organisé chronologiquement. C'est le moment, a dit Robert. Aujourd'hui après-midi, votre petit-fils fête son anniversaire. Vous m'avez dit que Liam et Jessica viendraient avec lui pour célébrer ici chez vous. C'était vrai. Mon petit-fils Mason fêtait ses 7 ans. Liam m'avait appelé 2 jours auparavant pour confirmer qu'il viendrait à 17 h. J'avais dit oui,
que je ferais un gâteau et quelque chose à manger, une célébration familiale normale, mais ce ne serait pas normal. Allons-nous faire ça devant l'enfant? J'ai demandé, inquiète. Non, Mason sera ici. Mais au moment de la confrontation, Patty l'emmènera au jardin. Il n'aura rien à voir. Mais Liam et Jessica doivent voir que même un jour spécial pour leur fils, vous ne tolérez plus leurs mensonges. J'ai passé l'après-midi à tout préparer. J'ai fait le gâteau préféré de Mason. J'ai préparé des collations. J'ai décoré un peu le salon avec des ballons. Tout devait ressembler à une célébration normale jusqu'au moment exact. Robert a caché les preuves dans une grande enveloppe dans ma chambre. Patty a vérifié que sa voiture était prête à partir rapidement avec Mason si nécessaire. Je me suis habillé avec mes plus beaux vêtements. Si je devais faire cela, je le ferais avec dignité. À 17h pile, ils sont arrivés. Mason est entré en courant et m'a serré dans ses bras. « Grand-mère, tu as fait mon gâteau préféré ?» « Bien sûr, mon amour, chocolat aux fraises. » Liam et Jessica sont entrés derrière lui, sourire tendu. Je pouvais voir que Liam était nerveux. Il s'attendait probablement à ce que j'aborde à nouveau le sujet de la banque, des pouvoirs, de l'accès à mon argent. Nous avons chanté joyeux anniversaire. Nous avons coupé le gâteau. Mason a ouvert le cadeau que je lui avais acheté, un jeu qu'il voulait depuis des mois. Tout semblait parfait. Une famille heureuse qui célébrait. Après le gâteau, Patty a demandé à Mason s'il voulait voir les nouveaux jouets dans le jardin. Il est sorti en courant, excité. Patty m'a regardé avant de partir. C'était le signal. Je suis resté seul dans le salon avec Liam et Jessica. L'atmosphère a changé immédiatement. « Maman, il faut qu'on parle », commença Liam. La banque n'a toujours pas traité les pouvoirs. Une semaine s'est écoulée. Es-tu sûr que cet avocat existe? Je me suis levé sans répondre. Je suis allé dans ma chambre et j'ai pris l'enveloppe que Robert avait préparée. Je suis revenu au salon et je l'ai posée sur la table basse. Avant de continuer à parler de banque et d'avocat, il y a quelque chose que je dois vous montrer. Qu'est-ce que c'est? Demanda Jessica. La vérité. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti la première transcription. Celle de l'appel que Liam avait oublié de raccrocher. Celle qui avait tout déclenché. Ceci est une transcription d'une conversation que vous avez eue il y a 5 semaines. Une conversation que j'ai entendue entièrement. J'ai vu la couleur quitter le visage de Liam. Maman, je ne sais pas de quoi tu parles. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. J'ai commencé à lire. Attends juste que la banque approuve le prêt de $180 000 au nom de ma mère. Ensuite, nous allons nous enfuir et garder tout l'argent. Silence. Un silence si lourd que je pouvais le sentir écraser l'air de la pièce. Jessica a essayé de se reprendre en premier. Maggie, c'est ridicule. Je ne sais pas ce que tu as entendu, mais tu as clairement mal compris. J'ai sorti d'autres papiers. Est-ce que j'ai aussi mal compris ceci? Les documents bancaires où tu as falsifié ma signature, ou ceci, les fausses preuves de revenus que tu as présentées en mon nom? Ou peut-être ceci? Les enregistrements des 2 fois où tu es venu chez moi pour me convaincre de te donner un accès total à mon argent. Liam s'est levé. Maman, c'est un énorme malentendu. Assieds-toi. Ma voix est sortie plus ferme que je ne m'y attendais. Je n'ai pas fini. J'ai sorti les photographies, celles montrant Liam et Jessica garés devant ma maison la nuit, me regardant, me harcelant. J'ai aussi ceci. Vous deux venant chez moi à minuit, me regardant, planifiant votre prochain coup. Jessica a commencé à pleurer. De fausses larmes. Nous ne voulions pas te faire de mal. Nous étions juste désespérés. Nous avons des dettes. Nous avions besoin d'aide. Et me voler était la solution? Me laisser ruiner? M'abandonner après avoir pris tout ce que j'ai? Liam fit un pas vers moi. Tu as plus que ce dont tu as besoin. Cette maison est trop grande pour toi. Cet argent était juste là. Nous en avions plus besoin. Cet argent est à moi. Cette maison est à moi. J'ai travaillé toute ma vie pour ça. Et vous n'avez droit à rien. Je suis ton fils. J'ai droit à ce qui m'appartient par héritage. L'héritage est reçu quand quelqu'un meurt.
Attendais-tu que je meure pour tout prendre? Ou as-tu préféré le faire pendant que j'étais encore en vie pour ne pas avoir à attendre? Le masque de Liam tomba complètement. Son visage se transforma en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une purène. Tu sais quoi? Tu as raison. J'en ai marre de faire semblant. J'en ai marre de devoir venir ici écouter tes histoires ennuyeuses. De faire semblant de me soucier de ta vie pathétique. D'agir comme le fils parfait alors que la seule chose que je veux, c'est ce qui m'appartient. Rien ne t'appartient. Tout m'appartient. Après ce que j'ai sacrifié pour prendre soin de toi, te supporter, faire semblant de t'aimer. Ces mots auraient dû me détruire. Mais je ne ressentais plus de douleur, seulement un calme froid. Voici ce qui va se passer maintenant, dis-je, sortant le dernier document. Ceci est un accord préparé par mon avocat. Vous allez signer que vous renoncez à toute réclamation sur mes biens. Vous allez rester loin de ma vie de manière permanente et en échange, je ne déposerai pas de poursuite pénale contre vous. Poursuite pénale. Jessica avait l'air terrifiée. Fraude bancaire, falsification de documents, tentative de vol, harcèlement. J'ai des preuves de tout. Mon avocat est prêt à aller à la police demain si vous ne signez pas cela. Liam rit, un rire amer, plein de poison. Tu ne vas rien faire. Je suis ton fils. Tu ne vas pas me mettre en prison. Mets-moi à l'épreuve. Liam me regarda avec un mélange d'incrédulité et de fureur. Il ne pouvait toujours pas croire que sa mère, la vieille femme naïve qu'il pensait manipuler si facilement, l'avait battu à son propre jeu. Tu n'oserais pas, dit-il. Mais sa voix tremblait. J'ai pris le téléphone qui était sur la table. Robert attend mon appel. Un mot de ma part et cela devient une affaire criminelle officielle. Vous décidez. Jessica craqua la première. Elle se laissa tomber sur le canapé, pleurant réellement cette fois. Signe. Liam, s'il te plaît. Je ne veux pas aller en prison. Pense à Mason. Tu aurais dû penser à Mason avant de planifier de voler sa grand-mère, dis-je. Liam serra les poings. Je pouvais voir la bataille interne sur son visage. La fierté contre la réalité, la rage contre la peur. Et si je ne signe pas, alors demain, à la première heure, je remets tout ça aux autorités. La banque a déjà documenté votre tentative de corruption. J'ai des témoins. J'ai des enregistrements. J'ai tout. Vous allez perdre bien plus qu'un héritage. Vous allez perdre votre liberté. 5 minutes s'écoulèrent en silence. Finalement, Liam tendit la main. Donne-moi ce maudit papier. Je lui passai l'accord. Il le lut les dents serrées. Puis il signa. Jessica signa après, les mains tremblantes. Maintenant, sortez de chez moi, dis-je. Prenez votre fils et partez. Je ne veux plus jamais vous voir. Et Mason, demanda Jessica. Tu ne le verras pas non plus. Cette question me blessa. Mon petit-fils était innocent dans tout cela, mais je savais que si je maintenais le contact avec lui, Liam l'utiliserait comme excuse pour se rapprocher à nouveau. Quand Mason sera plus grand, s'il veut me chercher, je serai là. Mais vous deux ne remettrez plus jamais les pieds dans cette maison. Liam se leva. Il me regarda avec une haine qui ne me faisait plus peur. Ça ne se termine pas ici. Si, ça se termine. Et si vous essayez de me contacter, si vous essayez de revenir, si vous essayez quoi que ce soit, je vais directement à la police. Cet accord n'est valable que tant que vous restez loin de moi. Ils partirent sans rien dire de plus. Patty entra avec Mason du jardin. Le garçon demanda pourquoi sa maman et son papa avaient l'air si en colère. Patty lui dit, les adultes ont parfois des conversations difficiles, mais tout irait bien. Ils sont partis. J'entendis la voiture s'éloigner. Et alors seulement, je me permis de pleurer. Patty me serra dans ses bras. C'est fini. C'est fait. C'est fait. J'ai perdu mon fils. J'ai perdu mon petit-fils. Tu as perdu un homme qui ne t'a jamais vraiment aimé. Et tu as sauvé ta vie, ta maison, ta dignité. Robert arriva une demi-heure plus tard. Il examina l'accord signé. C'est légalement contraignant. S'ils le rompent, nous pouvons engager des poursuites immédiatement. Pensez-vous qu'ils tenteront autre chose? Non, Liam est un lâche.
Les lâches fuient quand on les confronte vraiment et il avait raison. Des semaines passèrent, puis des mois. Liam n'a jamais essayé de me contacter. Il a changé de numéro. Il a déménagé dans un autre état. Selon un cousin éloigné, il a disparu de ma vie aussi complètement qu'il avait prévu de disparaître avec mon argent. La maison semblait vide au début. Les dimanches avec Mason me manquaient. Il me manquait de croire que j'avais une famille qui m'aimait. Mais lentement cette solitude s'est transformée en paix. Patty venait me rendre visite toutes les semaines. J'ai commencé à sortir davantage. J'ai rejoint un groupe de femmes de mon âge à l'église. J'ai fait de nouvelles amies, de vrais amis qui ne voulaient rien de moi sauf ma compagnie. Un après-midi, 6 mois après tout, j'étais assise dans mon jardin à boire du thé quand j'ai reçu une lettre. C'était de Mason. Il avait 8 ans maintenant. La lettre disait d'une écriture enfantine qu'il me manquait, que son papa lui avait dit que j'étais en colère contre eux, mais qu'il m'aimait et espérait me revoir un jour. J'ai pleuré en lisant cette lettre, mais j'ai aussi souri parce que j'ai compris que j'avais fait la bonne chose. J'ai protégé ma vie, mes biens, ma dignité. Et un jour, quand Mason serait assez grand pour comprendre, je pourrais lui dire la vérité. Je m'appelle Margaret Sullivan. J'ai 64 ans. J'ai été trahi par mon propre fils. Mais je ne lui ai pas permis de me détruire. J'ai appris que l'amour de soi est plus important que l'amour que nous mendions. Que la dignité n'a pas de prix et qu'il n'est jamais trop tard pour défendre ce qui est à vous. Ma maison est à moi, mon argent est à moi, ma vie est à moi. Et enfin après tant d'années je suis